Donc Kevin, une première. Alors, Dadik, j'aimerais que tu me parles de ton plus beau voyage. alors je vais être comme les politiques, je veux dire, c'est une très bonne question. Merci. De façon à ce que je puisse prendre la tangente pour pas répondre vraiment de la même façon. Non, parce qu'en réalité, j'ai réfléchi, j'ai fait beaucoup de voyages et il y a quand même des caractéristiques différentes, c'est difficile de dire qu'il y a vraiment un voyage plus beau que tous les autres. Et en ayant un peu d'humour, je pense que en 1937, j'avais 7 ans. Un jour, mon père qui voyageait beaucoup, surtout dans le Nord, puisque pour les raisons professionnelles, il voyageait également beaucoup pour des questions sportives, et il allait à Marseille. Et ça tombait le jour de mon anniversaire, et il m'a dit « Je t'emmène à Marseille ». Et j'ai sauté de joie, et j'ai dit « C'est le plus beau jour de ma vie ». Alors, je pourrais dire que c'est le plus beau voyage. Et c'est vrai qu'à l'époque, on mettait 8 heures pour arriver à Marseille. J'ai passé 8 heures le nez collé à la glace. On changeait plusieurs fois de locomotive. Et entre autres, à un pays qui s'appelle La Roche-Migène. Et quand je racontais cette histoire-là, je disais toujours La Roche fumigène, puisque je confondais, parce qu'on changeait de locomotive à vapeur à l'époque. D'accord. Et alors, wagon-restaurant avec omelette au jambon, dont j'ai gardé un souvenir incroyable. Et l'arrivée en fin de journée à Marseille, il y avait encore le pont Transborder, qui était un monument incroyable, puis enfin la Méditerranée, quoi. Ouais. On est revenu le lendemain, toujours pareil, dans le train collé. Et alors, le lendemain à l'école, j'étais le roi, j'avais dans la cour, j'avais tout le monde à un cercle autour de moi. Je racontais mon voyage en rajoutant de tous les côtés. J'étais le héros alors que maintenant, quand on parle de Marseille, c'est de la rigolade. Ouais. Ouais. Mais à l'époque, effectivement, pour moi, c'était le bout du monde, quoi. Alors sans ça, bon, il y a des tas d'autres voyages, mais finalement, je pense que si dans le sens le plus large, finalement, le plus beau voyage, c'est le voyage de noces que j'avais organisé, le voyage avec Monique, quoi, puisque j'avais tout organisé d'avance avec la CIT, la compagnie italienne à Paris, qui était à côté d'où je travaillais, faire l'Italie, quoi, visiter l'Italie. Et comme c'était au mois de février et qu'on a eu de la chance, il y a eu un temps magnifique, quoi. Et alors, avec pas mal de péripéties. Entre autres, moi j'avais pris tous les billets, tout d'avance, tout retenu les hôtels, j'avais tout sur moi, enfin tous les papiers. Et moi j'avais bien l'habitude de voyager dans le train, mais Monique, elle n'avait pas du tout l'habitude. Pour elle, c'était, comme on disait, les petites taines. Le voyage, les vacances, elles allaient à Deauville, dans la Prima 4 de Papé, les trains, elle n'avait jamais connu ça. Et il y a l'oncle Jacques, tu sais, qui était son parrain, qui était le frère de Mamé, qui était un homme absolument charmant, adorable. Il avait eu une idée, il s'était renseigné, tiens, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Et Mamé lui avait expliqué que j'avais tout organisé, mais effectivement, voyage de nuit, deuxième classe, et tout ce qui s'ensuit, quoi, parce que c'était... Et pour me faire plaisir, sa surprise, c'est il a transformé le billet en wagon-lit, tu sais, le train bleu, quoi, pour aller la seule chose, c'est que il y avait très peu d'horaires, c'est-à-dire qu'il y avait une différence. Le train bleu partait en premier, mais lui, il allait directement, par exemple, il faisait Paris-Milan, je crois, en direct, tandis que nous, l'horaire qui était prévu pour l'hôtel, on devait arriver à Stresa, mais à 8h du matin. Et alors, à
4 heures, à peu près 4 heures du matin, à peu près 5 heures, à ma grande surprise, Stresa, les voyageurs pour Stresa descend. Il a fallu qu'on s'habille en vitesse. Et à 5 heures du matin, on s'est retrouvés tous les deux, tout seuls, sur la gare de Stresa, qui n'était pas du tout une grande gare, quoi, qui était plutôt façon la Ville-Terre, tu sais, avec un quai, n'importe quoi. Tout seul sur le quai, le train, s'est arrêté une minute, il est reparti tout de suite. Il n'y avait personne avec les bagages. Et il y avait un homme qui s'obstinait à prendre nos valises pour l'hôtel. Il fallait qu'on se bagarre pour pas. Puis là, après, l'hôtel, il n'ouvrait pas. Donc on a été à pied à l'hôtel. Bon, ça débutait fort. Donc à partir de quand même, je crois, c'est à 8 heures du matin que l'hôtel s'est rouvert. Et là après, comme il y avait un programme très précis, on devait visiter les îles Borromée dans la journée. Donc le temps de prendre le petit déjeuner. Et alors là, de l'hôtel au port où il y avait le bateau qui faisait la navette pour les 4 îles, il y avait beaucoup de marins, tu sais, qui proposaient des voyages en rame, et alors qu'ils disaient voilà, avec nous, voilà, c'est bien, c'est plus bien. On avait un mal à s'en dépêtrer, ils nous tenaient par le bras, et jusqu'au moment où on est monté dans le bateau officiel, ils nous ont dit oui, si. Et là, j'ai découvert le caractère italien parce que au dernier moment, ils ont été beaux joueurs. Ils ont dit bon voyage quand même, ça va être très bien, vous avez eu raison, ça sera plus pratique pour vous. Ils ont levé leur chapeau. C'était étonnant, quoi, alors qu'ils avaient été à la limite du déraisonnable, quoi, de nous tenir par les bras. Donc, Isola Bella, Isola Madre, Isola Pescatore. Et je ne sais plus dans laquelle, on a eu une crise de fou rire parce qu'on devait monter dans une église, le clocher, le curé passait devant nous et dans sa soutane, il était en slip. C'était un hôtel très fait, on voyait que ses petits mollets. On avait vraiment du mal à ne pas éclater de rire, donc à part ça, c'était super. Et alors le lendemain, l'étape d'après, c'était... Oui, je suis monté au Motorone, moi, le lendemain matin tout seul, parce que Monique, elle était complètement perdue, la pauvre. Quand on connaît Monique, qui était quand même assez énergique, là, les trains à l'étranger, elle était complètement dépassée. Et alors au Motorone, c'est à 1800 mètres, il y a un funiculaire, il y a une vue magnifique sur les Alpes d'un côté, le soleil rose le matin, mais alors il faisait à 1800 mètres, froid. Je grelottais. Et alors la deuxième surprise, c'est en arrivant à Milan, pour aller voir la scène de Léonard de Vinci. À l'époque, elle était encore dans les tables d'origine, avec une porte qui avait été trouée dans la scène elle-même. Tu sais que maintenant, ça a été arrangé, on l'a arrangé, quoi. Ils ont fait des travaux, ils ont rétabli, mais à l'époque, il y avait la scène, t'avais une porte qui avait été taillée dans la scène et fait d'une façon grossière, avec du plâtre, enfin des trucs comme ça, c'était incroyable. Et alors Monique, elle avait une phobie des pigeons. Ah oui, ça, je m'en souviens, ça. Devant la place de la cathédrale, où il y avait des pigeons de tous les côtés. Bon, ça fait partie des pays pas ici. Alors après, on a fait Bologne, Florence, puis là, Florence, magnifique. Là c'est vraiment... Mais alors, à chaque fois, j'avais bien calculé mon coût. Tu sais, sur les guides bleus qui étaient prêts, j'avais réservé des hôtels qui étaient près de la gare, tu sais, pour que ça élimine quand même le plus possible les trajets. Mais il faut se rendre compte de ce que ça représentait l'époque. On avait 20 ans, de découvrir l'Italie, tous ces arbres. Moi, j'ai découvert la peinture italienne à cause de ça, en voyant. Quand je voyais dans la peinture italienne des arbres comme ça, je me disais pourquoi ils peignent les arbres comme ça. Ben oui, parce que là-bas, les arbres, ils sont tous, ils ont tous cette forme-là qu'on voit quasiment jamais en France.
Et puis enfin l'ambiance de Florence, c'est fantastique, Ouais. quoi. Coucher de soleil à Fiesole. Et alors en revenant, donc, et j'ai retrouvé même, j'ai retrouvé en faisant des papiers, c'est curieux, il y a quelques jours, un billet que j'ai gardé, que j'ai pas donné, quoi, de billets de train, Mhm. avec c'est transpercé avec Ouais, le la poinçon. date est transpercée par des Oui, oui. des trous, la date de février 52. Et là, c'était la dernière étape, c'était à Monaco, parce que papa, dans ses relations sportives, connaissait très bien un monsieur qui était très distingué, charmant, et qui avait un poste assez important à Monaco, à Monte-Carlo, quoi, là, de jeu. Donc il nous avait invités à déjeuner dans un restaurant select. Alors, nous, évidemment, on n'avait pas la tenue tout à fait stricte. Et pour nous faire plaisir, il nous avait dit, je vais vous faire visiter tout le casino, toutes les salles de jeu. C'était assez impressionnant, mais enfin. Et il nous dit, bon, bah, écoutez, on va rentrer dans une salle, mais où il n'y a que 3 ou 4 personnes. Il faut absolument, vous ne dites rien du tout, hein, parce qu'en principe, c'est interdit au public. Mais enfin, pour que vous donniez vraiment une idée de ce que ça représente le jeu. Et effectivement, il y avait 3-4 personnes qui étaient en train de jouer, mais des sommes fabuleuses, deux vieilles dames endimanchées, deux vieux. Une dame, ils avaient des grosses bagues. À chaque fois qu'il y a une carte, ils donnaient des coups de bague, comme si ça pouvait transformer la carte. Et Monique, tellement impressionnée, elle tombe dans les pommes. Ah, d'accord. Alors tu vois le travail, Ah oui. alors, affolement. Et le gars qui me dit, mais giflez-la, giflez-la. C'est fou ça. Je dis, monsieur, C'est ma femme. je suis quand même pas giflé. Comment c'est giflé? On l'a sorti. Alors après, quand même, bon, le lendemain, on a été voir à Monaco, là, il y a tout un jardin magnifique. Quoi. On est rentré à Paris, voilà. Bah dis donc. Donc c'est pour ça, c'est peut-être quand même d'une certaine oui, façon oui, mon oui. plus beau voyage. En effet, plein d'anecdotes. Voilà. Mais après, ça, je tiens à en remercier, et c'est pas parce que le caméraman qui est ici présent a été l'auteur de le reste, pratiquement tous les plus grands voyages, je l'ai fait soit avec Philippe, soit avec Dominique et Laurent, et soit avec Gilles, les Lofoten. Et là, vraiment, j'ai fait après les 15 jours aux États-Unis, là, quand on a fait le premier voyage, Las Vegas, New York, la Californie, là, c'est absolument merveilleux. Et le fait que ça soit en famille avec Marine, Gauthier, Roman n'était pas là, et je me souviens que quand on est revenu ici, là, à l'emplacement où est Philippe, la façon dont Roman a sauté au cou de Gauthier, parce que pendant 15 jours, elle avait été privée de son grand frère, oui, quoi, oui. à cet âge-là. Il y a eu le deuxième journée, on a été aussi en Espagne, qui a fait des... hier, il y avait à la télévision un reportage très bon sur l'art musulman, sur... Cordoue, c'est extraordinaire. Quoi. Ouais. Après, avec Laurent et Dominique, beaucoup de voyages très intéressants en Belgique, en Allemagne. Oui. Et puis avec Gilles, les Lofoten, là, Lofoten aussi, c'est curieux d'ailleurs, parce que Lofoten, en arrivant à Narvik, ou en débarquant le soir, au mois de février aussi, d'ailleurs, par hasard, mais enfin, c'était pas lié, c'était pour les meilleures dates pour les aurores boréales. Il y a encore un tank français, un Renault, tu sais, de l'expédition franco-anglaise à Narvik, où c'est les Anglais qui sont repartis parce qu'il y avait les bateaux, les Français sont restés 24 heures de plus, et les Norvégiens s'en souviennent beaucoup, c'est que dès qu'ils avaient repéré qu'on était Français, j'étais avec j'y suis retourné l'année d'après avec Roger Hutin qui voulait faire l'OL. Ils venaient vers nous en disant « Waouh, les Français !» Ils avaient un souvenir des Français différents des Anglais qui, pour eux, les avaient laissés tomber, quoi.
Et alors là, en prenant le bateau avec Gilles, une tempête fantastique, puisque dans le bateau, on était obligé de se lever, de se tenir au plafond, c'est pour être jeté. D'ailleurs, le bateau, on n'a pas pu le reprendre au retour, il a été hors d'état. Et on est arrivé en retard au Lofoten à 2-3 heures du matin, mais il n'y avait plus d'autobus, on a essayé il a fallu passer sur une autre ligne. Et à cette époque-là, les autobus, ils s'arrangent pour se mettre en tête bêche, tu sais, de façon à ce que tu puisses descendre de l'autobus en rentrant directement dans l'autre. D'accord. Et en passant sur le pont, avec le vent, il touchait les trottoirs, personne ne parlait dans l'autobus. Et la première journée qu'on est resté au Lofoten, on ne pouvait pas sortir. On n'avait pas mangé, on pouvait pas, même pour prendre des photos avec le dragon, comme on était sur un petit bâtiment sur pilotis, ça tremblait. Et le premier jour où on a pu sortir pour aller acheter en vitesse de quoi manger, les gens nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là? Comment ça se fait que vous êtes là? Qu'est-ce que vous venez faire là ?» Et alors, le soir, le premier aurore boréal, j'ai eu le temps de faire 2-3 photos, pas plus. L'averse de neige est arrivée, on a tout bloqué. Mais enfin, on a vu quand même des choses magnifiques. Enfin, ça a été un très beau voyage aussi. Mais je repensais, j'ai toujours aimé... Alors là, c'est des voyages par la pensée, par exemple pendant la guerre, les premières années, 41, 42, quand on n'avait pas de télévision, il y avait des coupures de courant, on n'avait pas à bouffer, on avait le moral au plus bas, parce que à partir de 42, ça s'est à peu près équilibré, mais juste en 40, 41, il faut savoir qu'en 40, la France, c'était catastrophique. On était battus, la moitié... Plus d'1 million de Français, des soldats français étaient prisonniers, quoi. C'était des amis de mon frère étaient prisonniers. Il fallait pas qu'on regardait à la fenêtre le soir. L'été, il fallait éteindre toutes les lumières. On se faisait siffler lumière là-haut, on n'avait pas le droit. Enfin, c'était. Eh bien, moi, à la fenêtre, je pensais, j'avais envie de voyager. Je disais, j'espère qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir aller en Allemagne, aller en Angleterre. Et les États-Unis, je n'osais même pas y penser. C'est fou. Pour moi, c'était complètement inaccessible, quoi, un rêve. Et il en reste sans doute quelque chose, parce que je ne dis pas en avion, c'est spécial, mais en train ou en bateau, je ne peux pas passer une frontière sans avoir... Un peu d'émotion. Oui. Et passer une frontière, c'est quand même un petit peu quelque chose. Et tu avais quand même envie d'aller en Allemagne, même pendant la guerre? Tout à fait. Et c'est là que, quelquefois, quand j'en parle, par exemple, avec Martine, elle était étonnée. Je peux dire que j'étais européen. Oui, déjà. J'avais qu'une idée, c'est de dire, à la fin de la guerre, j'espère qu'on va faire quelque chose, les Français, avec les Allemands et avec les Anglais, avec les Italiens, avec les Espagnols. L'Europe, c'est pas possible qu'à l'autre côté d'un fleuve, les gens soient différents, sauvages ou plus bêtes. C'est lié à ton éducation, à ton père, je pense, qui a beaucoup voyagé et qui t'a inculqué un peu ces valeurs universelles. Ça, c'est curieux, c'est une chose. Je ne peux pas penser, par exemple, peut-être aussi le fait que Roger Dijon, papa recevait beaucoup d'étrangers, y compris des Arabes en Burnou, quelquefois même des Américains, des Allemands. Hein. D'ailleurs, ça lui a indirectement sauvé la vie, puisque quand il a été arrêté pour passer des papiers à Nakash, ce nageur juif qui était dont on savait que la Gestapo allait chercher à l'arrêter, c'est les sportifs français qu'on appelé les sportifs allemands en disant non, c'est pas possible. Et papa avait été arbitrer un match en Allemagne 1 mois avant la déclaration de guerre. Hein. Alors, donc voilà, c'est pour le voyage. On va passer... plus court pour le reste, enfin, je vais faire exploser. Deuxième question. Alors, moi, ça m'aurait fait plaisir que tu me racontes un souvenir que tu gardes de maman petite.
enfant ou adolescente? Quelque chose qui te reste en mémoire? Bah, je n'ai pas un souvenir d'un fait précis, enfin c'est plus d'une façon. Les deux souvenirs précis, c'est qu'est-ce qu'elle a rouspété quand on lui a coupé ses cheveux. Ah. Alors que nous on trouvait ça très bien, quoi. Ça faisait exactement comme Jeanne Sibert. J'ai tiré 2-3 photos là pour voir. Ça lui allait adorable. C'était vraiment le petit prince, quoi. La petite fée, enfin, elle était hyper mignonne, quoi, délicate, toujours avec ses yeux bleus, puis ses petites robes. Et puis le fait que, par exemple, par opposition à Philippe, vous avez combien 2-3 ans de différence? 3 ans. 3 ans. Philippe était grand mais très mince et très petit. Dominique paraissait petite à côté, mais elle avait presque des poses de garçon, aussi, la jambe un peu derrière. Et on l'a caressé, on l'a surpris en train de caresser les jambes d'un cheval à la Ville-Tertre, sur la place où il y avait le truc. Elle ne s'est rendue pas compte, elle était culottée. C'était ça qui nous a toujours amusé, c'est sa finesse comme un petit bibelot, quoi, et en même temps beaucoup moins trouillard que Philippe. Philippe restait. Et alors ce surnom de Bobotte, c'était vraiment une trouvaille de papé, quoi, parce que dans le Nord, c'est une race de petites poules, plus petites et très mignonnes. Et alors Bobotte, bon, assez vite, moi ça m'a agacé, moi j'ai dit la botte. Ouais. Et ça lui allait bien aussi, parce que la botte, on s'en décide comme à l'escrime. Exactement, oui. Ouais. Non, ça c'est le... j'ai une photo là, je te la ferai voir, où j'avais un copie des Rolleiflex où elle est en train de regarder devant, je ne sais pas si tu les connais, cette photo-là. Non. Ça la représente bien, là, où elle voulait regarder ce qu'il y avait ou essayer de prendre des photos, enfin tu vois, un côté touche à tout que par exemple ni Philippe ni Gilles n'ont eu, quoi. Est-ce qu'elle était rigolote? Est-ce qu'elle faisait des blagues? Est-ce qu'elle aimait bien rire? Elle aimait bien rire, mais elle aimait bien aussi. Son grand souvenir, c'est que j'ai là un petit peu plus âgé, c'est la poire verte. Tu sais, je sais pas comment on appelle ça. Comme un divan, comme une forme de fauteuil ferme. D'accord. Oui, où c'était vraiment sa position, ça. Elle se reposait. Oui, ça, c'était les tâches ménagères, c'était pas son... c'était pas son premier choix. Je le conçois très bien. Ouais, non, mais c'était vraiment là. Et puis, c'est difficile à expliquer, quoi, parce qu'on n'a pas de préférence. Les garçons, on joue avec eux, on est fiers d'eux, mais elle était la petite fille, c'était la protéger, quoi. Tout à fait. C'était dans le fond, toute la famille tourne un petit peu autour, quoi. Bon, on va passer à la 3e question. Moi, je voulais connaître la chanson qui te touchait à chaque fois que tu l'entendais, celle qui vraiment t'émeut le plus. Alors là aussi, je vais encore biaiser le truc. Moi, j'aime beaucoup Aznavour, et entre autres, c'est « Emmenez-moi au bout ». D'ailleurs, ça correspond au voyage. Ouais. Mais Paris au mois d'août. Parce qu'à l'époque, je me souviens que, comme on prenait toujours nos vacances en juillet, au mois d'août, Monique étant à la Ville-Tertre avec les enfants, moi j'allais travailler en voiture, donc c'était parce que sans ça, rue des Jeuneurs, j'étais chez Boussac à l'époque, rue des Jeuneurs, donc le sentier, le reste de l'année, c'était pas possible. Ouais. Et c'était pénible, il fallait changer de métro, de correspondance. Donc, est-ce que là, d'arriver il y avait vraiment personne, hein, à l'époque, au mois d'août. Et le soir, Roger Hétain n'était pas marié à l'époque, quoi, donc j'allais coucher à Pierrefitte et on passait notre temps à écouter de la musique ou à regarder des photos.
Et Paris au mois d'août, à l'époque, ça correspondait pas pour se dire je t'aime. Enfin, tu sais, c'est Paris au mois d'août. Enfin, c'est une des chansons préférées. Là. Et moi, je ne connais pas cette chanson. C'est qui l'a interprétée? Paris au mois d'août d'Aznavour, je crois que je ne pas loin. Okay. D'accord. Enfin, les deux, trois, c'est les chansons d'Aznavour. À la rigueur, Brel après, mais Aznavour, oui. Ou alors La vie en rose. Eh oui. Maman, à qui j'ai posé la question, m'a dit que ce serait ta réponse. La vie en rose. Ouais. La vie en rose. La vie en rose. La vie en rose ou Emmenez-moi quand même. Oui. Parce qu'à la mort d'Aznavour, ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs. Et La vie en rose, c'est ce qui est merveilleux, c'est que tu l'entends en Allemagne. Oui. Partout dans le monde. France, ouais. Ouais. Quand il me prend... je me souviens, j'ai acheté un disque à Paris des musiciens étrangers inconnus qui chantaient, qui jouaient sur un pont à côté de Notre-Dame, tu sais, où il y a, je sais pas quoi, où il n'y a pas de voiture qui passe, un pont là, au bout de l'île Saint-Louis. Ils chantent dans un accent français, quoi. Bah si, c'est bien, je le passe assez souvent. Ouais. Si, c'est La vie en rose. Parce que La vie en rose, c'est seul. Puis Armstrong aussi, quoi. Bah, oui. Emmenez-moi, il y en a plusieurs d'Aznavour, quoi, qui sont à peu près proches. Puis alors, il y a les essentiels de Verdi, là, je me le suis passé tout à l'heure, là. Ah oui? La marche des esclaves hébreux. D'accord. Et quand ça passe à la télévision, je mets à plein. Je me rappelle la dernière fois, Martine était affolée. Je mettais à plein à 10h du soir. Qu'est-ce qui se passe? Quand je chante. Alors, une chose qui est. Je suis sûrement pas un grand mélomane d'élite. Je suis assez sensible par exemple, certains matchs sportifs, quand vraiment tout un stade chante en même temps que les joueurs. Ouais. Par exemple, même l'Italie, par exemple. On voit les... Oui. La fierté nationale. Il y a 40 000 ou 50 personnes qui chantent en même temps. Et mieux que souvent qu'en France, d'ailleurs. Ouais. Oui, les Écossais, la terre de mes ancêtres, c'est émouvant. Ben voilà. Alors voilà, c'est bien, les 3 thèmes ont été abordés, et il reste juste un bonus, c'est-à-dire que s'il y a une dernière question ou remarque ou surprise ou... En tout cas, oui, je vous remercie, là, tous mes enfants, petits-enfants, parce que grâce à vous, j'ai beaucoup voyagé, dans certains cas, grâce à vous, parce que je ne parle pas anglais, je suis dépassé par les événements. J'ai cru longtemps en parlant en français et avec les mains, ça pouvait sortir. Bon, maintenant, c'est plus possible. Non. Ceci dit, il y a une époque où c'était... Et alors, je dirais que, avec le recul, bien sûr, il y a les États-Unis, parce que c'est quand même... c'est l'Europe, et je regrette de ne pas avoir été assez en Europe. Par exemple, je ne connais pas Budapest, et l'Europe du Nord, Riga, par l'Estonie et la Pologne. Ah, oui. Ça, je regrette de ne pas l'avoir vu. Je dirais que je suis moins sensible à l'Afrique, oui. Au Vietnam, oui, c'était bien aussi, mais non, parce que c'est dans des conditions chez Vichy, où on a vu n'importe quoi, mais non, j'aime les villes, j'aime les grandes villes. Oui, je sais. Même par exemple, des villes comme Bruxelles, Amsterdam, je suis partant demain. Venise, bien sûr. Aussi, même Genève, bien aimé de revoir Genève.
On sent qu'il est, je sais pas, il y a toujours la même chose, quoi. Et même en France, il y a de belles villes en Ah, France. tout à fait. Bordeaux. Ah bah tout à fait, Strasbourg, Dijon. Bordeaux. Oui, oui. Lyon, je suis pas un fanatique, mais oui, Lille, Rouen, depuis qu'il a été nettoyé, Nantes aussi. Il y a Ouais, non, ouais. il n'y a pas beaucoup de. Ah, mais disons qu'en France, il y a peut-être plus. Et puis par exemple des souvenirs comme par exemple le Haut-Kennisbourg. Ouais. Le Haut-Kennisbourg, quand tu lis, par exemple, je sais bien qu'on va couper le passage pour Dominique parce qu'elle n'aime pas que je parle de la guerre ou n'importe quoi. Mais même à l'époque où c'était en Allemagne, je sais pas, le grand chancelier, je sais pas, il aimait bien Haut-Kennisbourg et il disait que pour lui c'était moitié français, moitié allemand. Il fallait pas. Fallait le protéger, même si on n'était plus à nous, il fallait que c'était un symbole de la jonction, tu vois, entre la France et j'ai eu la chance de pouvoir coucher une nuit dans le château parce qu'il y a un moment donné où ils avaient des soucis financiers, donc ils ont essayé de louer un peu à des gens un peu de passage, si tu veux, enfin, tu vois, touristes plus ça. Et c'était dans une pièce complètement vachement disproportionnée, très grande. Oui, c'est un bon souvenir. Ouais. Le lieu de tournage de La Grande Illusion. Hein? C'est le lieu de tournage de La Grande Illusion. De La Grande Illusion, oui, tout à fait, oui. La Grande Illusion, pour moi, c'est un des plus beaux films. Hein. Non, pour moi, le voyage... Et rien ne me lave plus la tête que moi, je préfère partir une semaine à l'étranger que 15 jours à la plage. Je n'ai rien à foutre, tu t'emmerdes. La plage, c'est bien pour un week-end, quoi. Là, faut pas le dire, faut couper pour Martine. Ah, d'accord. On va couper beaucoup de choses. Ah oui, je demande un droit de regard. Oui, bah oui, évidemment. Moi, je crois qu'il n'y a rien à couper, là. Il n'y a pas grand-chose à couper. Ouais. On va tout garder. Bon, je sais pas, j'espère que je vais pas... je vais faire le clap de fin, alors. Ouais, clap de fin. J'espère, s'il faut couper toutes mes fautes de français... Il n'y en a pas eu, pas à ma connaissance. Clap. Merci, David. On est là maintenant dans le flou.